Depuis le début de la semaine, la régulation américaine s'attaque aux cryptos. Une de ses plus grosses cibles, c'est le BUSD, le stablecoin de Binance qui est émis par Paxos. Suite à ça, une grosse question se pose. Est-ce que tous les stablecoins centralisés sont en danger? Et surtout, quelles sont les alternatives à l'heure actuelle? De mon côté, je pense qu'on pourrait bien voir naître une narrative au niveau des stablecoins. Dans cette vidéo, je vais te parler de plusieurs projets qui pourraient jouer dans cette catégorie-là. Et on commence tout de suite avec le premier play sur les stablecoins décentralisés. Il s'agit d'Aave. Je pense que je vais spoiler personne en expliquant qu'Aave permet de faire des prêts et des emprunts sur la blockchain. Par contre, ce qui est moins connu, c'est qu'ils travaillent depuis un certain moment sur un stablecoin, le GHO, et j'imagine que ça fait référence à Ghost du coup pour leur petit personnage. Et ce stablecoin là, il a été déployé sur le testnet d'Ethereum il y a quelques semaines. Alors comment est-ce qu'il fonctionne celui-là? Il est over-collatéralisé dans le sens là où par exemple pour pouvoir emprunter 80 de ce token là, eh bien il va falloir déposer 100 d'une autre crypto-monnaie. Il semblerait également que les personnes qui possèdent du Aave puissent emprunter du Go à un meilleur taux. Il y a un bug bounty qui est en place pour permettre aux personnes de la communauté de découvrir et de reporter les différents bugs qu'ils peuvent trouver. À l'heure actuelle, la crypto est classée 47e sur CoinGecko et elle a un market cap d'environ 1,2 milliard. Si on regarde la charte, on est assez loin du sommet historique qui était à 630 $. Et là, à l'heure actuelle, suite au récent boom des crypto-monnaies, on a un petit peu remonté et on est passé à environ 80 $. Donc Aave, ça pourrait vraiment être un de ces plays à jouer pour la narrative des stablecoins. Pour le deuxième play, on va aller du côté de Curve avec son CRV. C'est le troisième protocole sur lequel il y a le plus d'argent bloqué dans toute la DeFi et il est principalement utilisé pour faire des swaps qui sont stables. C'est-à-dire par exemple passer du DAI à de l'USDT. Ils ont également d'autres paires avec par exemple du Bitcoin, du Wrapped Ethereum ou encore du Wrapped Matic. L'idée serait donc qu'ils aient leur propre stablecoin décentralisé. Pour celui-ci, j'ai pas trouvé tant d'informations que ça. En tout cas, ce qui est suggéré, c'est qu'on serait sur un stablecoin qui serait de nouveau over-collatéralisé et que cette collatéralisation-là, elle serait sur la tripool. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une pool de liquidité dans laquelle il y a du DAI, de l'USDC et de l'USDT et c'est la pool dans laquelle il y a le plus de liquidité sur Curve avec environ 51 millions. Au niveau de la crypto, Curve est classé 56e sur CoinGecko et il a une market cap de 880 millions. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder son cours depuis le plus bas de novembre et là à l'heure actuelle il est environ à 1 x 2. Un petit peu plus d'ailleurs parce qu'il est passé de 50 cents à 1,2 $. Et si on dézoome un petit peu plus loin, on peut voir que son sommet était à environ 6 $ juste ici. Sachant que c'est un protocole énormément utilisé, il y a encore de la marge de progression et un stablecoin ça pourrait très clairement l'aider. En troisième play, on va pouvoir regarder du côté de Maker. Maker, ce sont les fondateurs du DAI. Je pense que celui-là tu le connais, il a déjà bien assis sa place et il est d'ailleurs dans le top 20. Voilà, juste ici, DAI numéro 19. Concrètement, au niveau de son fonctionnement, c'est plutôt simple. Ça fonctionne comme on l'a vu pour les précédents, sauf qu'ici, le DAI existe déjà. Son principe, c'est que tu vas pouvoir venir emprunter contre ton Ethereum, ton Bitcoin ou encore ton STETH. Les taux sont quand même super intéressants et en échange de ce que tu vas déposer, tu vas venir recevoir une certaine quantité de DAI. C'est comme ça qu'on va venir emprunter du DAI et qui va se retrouver sur la blockchain. Là, on a vu les trois plus gros joueurs, mais c'est là maintenant qu'on va commencer à chercher des petites pépites qui sont pas encore forcément très connues. On va donc s'enfoncer progressivement dans les méandres des cryptos. Le suivant, c'est Liquity et là d'un coup, on passe déjà à une capitalisation boursière beaucoup plus faible. On est aux alentours de 90 millions. Le stablecoin de Liquity, c'est le LUSD. T'en as probablement déjà entendu parler si tu fais de la DeFi. Et le Liquity USD, lui, il a une capitalisation de 227 millions. Ce qui est plutôt cool avec Liquity, c'est qu'il ne gère pas son propre front-end. C'est-à-dire que n'importe qui peut décider d'afficher le front-end qu'il veut pour pouvoir gérer Liquity. Par exemple, si on clique sur Choose a Front-end, et ben il va nous proposer plusieurs choses. On va par exemple pouvoir utiliser DeFi Saver, Liquity.app et plein d'autres qui ont exactement les mêmes fonctionnalités mais juste une interface différente. L'objectif là derrière, c'est que si demain Liquity se fait attaquer, c'est pas grave, aucun souci, il y a plein d'autres sites qui ont la même interface et qui permettent directement de l'utiliser. On va donc regarder chez DeFi Saver et là si on sélectionne Liquity, on a directement l'interface qui nous permet de créer un TROV. Et le TROV, c'est tout simplement ce qui nous permet d'emprunter des LUSD contre notre Ethereum. Pareil, si on va sur le site Liquity App, ici on va venir se connecter avec le MetaMask, on va venir cliquer connecter et on a une autre interface mais qui permet exactement de faire la même chose. Ici, n'importe qui peut ouvrir une position et il suffit de venir déposer du collatéral. Le seul collatéral qui est accepté, c'est de l'Ethereum, par exemple 2 Ethereum. Pourquoi 2 Ethereum? Eh bien parce qu'il y a un minimum de 1800 LUSD à emprunter en échange. En fonction de ce que tu vas emprunter, il va y avoir un prix de liquidation. Le prix de liquidation qui fait référence, c'est le prix en normal mode et ici ça veut dire que si on passe en dessous de 1105 $, on va se faire liquider. En tout cas, si on avait cette position avec 2 Ethereum pour emprunter 1800 LUSD. Il y a plusieurs particularités sur ce projet. La première, c'est que quand tu vas venir emprunter, tu vas payer un emprunt fixe. Ici, ça correspond à 10,11 LUSD. À l'inverse de la majorité des projets, là où quand tu vas venir emprunter, eh bien, tu as un taux d'intérêt à venir rembourser. Et plus tu vas venir emprunter longtemps, plus
ce taux-là va être important. Autre chose, et ça c'est plutôt au niveau des liquidations, les personnes qui possèdent du LUSD peuvent générer des intérêts tout simplement parce qu'ils vont pouvoir venir racheter à un prix inférieur l'Ethereum des personnes qui ont stacké et qui se sont fait liquider. Et les personnes qui ont du Liquity et qui le stack peuvent générer des intérêts là-dessus. Le token c'est du coup Liquity et ces derniers jours il a repris pas mal de poils de la bête, notamment à cause des dernières annonces avec le BUSD. Comme tu peux le voir, juste avant l'annonce il était à environ 70 centimes et après il est monté très violemment aux alentours du dollar avant de redescendre et de remonter par la suite. Si on va chercher un petit peu plus loin, on va tomber sur le Frax qui est représenté par le FraxShare. Celui-ci a vraiment une position assez étrange et différente des autres parce qu'il va être à moitié géré par du collatéral et à moitié de façon algorithmique. Pour le mint du Frax, ça se passe avec différents stablecoins qui sont utilisés comme collatéral. D'un autre côté, Frax c'est pas juste son stablecoin. Il y a énormément d'autres fonctionnalités et d'autres choses qui sont disponibles sur le site de Frax Finance, notamment avec des systèmes pour faire du swap, pour faire des prêts, des emprunts, du stacking, bref, tu peux vraiment faire beaucoup de choses là-dessus. Et si on regarde au niveau du FraxShare, on peut partir du 1er janvier 2023 et là ce qu'on observe c'est qu'on est quasiment à un x3. Et si on zoome un petit coup dessus, ce qu'on va pouvoir voir c'est qu'il n'y a pas eu forcément de réaction directe à l'annonce. Je dirais que c'était par là, mais comme tu peux le voir, il n'y a pas eu vraiment de grosses remontées au niveau des prix. Ça peut donc être un play assez intéressant pour jouer sur cette nouvelle narrative des stablecoins décentralisés. Attention cependant, le FraxShare il a déjà une valorisation à 840 millions, donc il est de ce fait beaucoup moins volatile que d'autres petites cryptos. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu cherches vraiment la performance, faudra probablement aller chercher des cryptos qui sont plus petites. On va parler d'un autre stablecoin qui est surcollatéralisé, le Magic Internet Money. Celui-là, j'adore vraiment le thème et l'ambiance, c'est vraiment quelque chose qui dénote par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. En général, les stablecoins, ils essayent d'avoir une image assez clean, assez propre. Magic Internet Money, absolument pas. L'idée, c'est vraiment de représenter un play de dégénéré. Le token variable qui correspond, ça va être le Spell, et on est déjà sur une capitalisation boursière qui est plus petite. On est sur quelque chose à 110 millions. Au niveau du cours, il faut savoir que c'est un token qui a déjà pas mal de vécu, qui existe depuis un certain moment et qui a pas mal boomé lors du précédent bullrun. On peut dézoomer un petit peu plus pour pouvoir le voir assez facilement, et il était monté quasiment à 0,03 $. À l'heure actuelle, il y a quelques zéros de plus qui sont rajoutés. Et par rapport à son niveau historique, il est pas loin d'être divisé par 100. Ouais, ça peut te donner une idée de la taille du machin. Son site, c'est Abracadabra Money, et ce qui est très intéressant avec Abracadabra Money, c'est qu'on peut déposer des assets qui génèrent des intérêts pour emprunter du MIM. Pour te donner un exemple plus concret, on peut venir utiliser du GLP. Le GLP, si t'as suivi, c'est une crypto-monnaie qui permet de provider de la liquidité sur GMX, et son intérêt premier, c'est qu'il va venir générer des intérêts automatiquement quand les utilisateurs de GMX perdent de l'argent. A l'inverse, quand les traders de GMX gagnent de l'argent, le prix du GLP va diminuer. On peut donc utiliser du GLP et venir générer des intérêts grâce à ça, et en plus de ça, on va pouvoir venir emprunter du MIM, du coup un stablecoin. Et il y a une autre particularité, c'est que c'est très facile de venir boucler sur ce site. C'est-à-dire de venir déposer des GLP pour emprunter des MIM, pour échanger ces MIM pour des GLP, pour emprunter plus de MIM, etc. Donc là, on est vraiment sur un play qui est déjà plus dégène, mais qui pour le coup a déjà fait ses preuves dans le temps et qui a survécu à pas mal de choses. Ici, tu as le graphe du Magic Internet Money et comme tu peux voir, il est de temps en temps descendu, mais à chaque fois, il est remonté à 1 $. Et ça, c'est dû à leur système de liquidation qui est quand même assez robuste et qui fonctionne correctement, malgré le fait qu'on puisse emprunter contre des assets qui sont quand même plutôt particuliers. Voilà donc 5 ou 6 plays si tu as envie de jouer la narrative des stablecoins décentralisés. On l'a vu quand on a fait la review des différents projets, il y a quasiment plus aucun stablecoin algorithmique. Et ça, c'est dû notamment à la chute du Luna et de l'UST. Je pense qu'à peu près tout le monde a compris la leçon, un stablecoin qui fonctionne uniquement avec un algorithme, ben ça a très peu de chances de fonctionner. Maintenant, j'ai encore un dernier play à te partager sur cette narrative là, mais celui-là est différent, donc je le mets dans une catégorie un petit peu bonus. Ce play là, c'est Phantom, une blockchain qui a prévu de release un token stablecoin, le FUSD V2. Jusqu'à présent, ils avaient le Phantom USD V1 et comment te dire, il suffit de regarder la charte pour voir que c'est pas vraiment un stablecoin. Il y a donc une mise à jour qui arrive très bientôt qui va faire en sorte que ce stablecoin soit effectivement un stablecoin. Et la première étape de cette migration, c'est de liquider les personnes qui ont emprunté du FUSD mais qui n'ont pas assez de collatéral pour le backer. On n'est pas encore sûr à 100% des mécaniques qu'il va y avoir derrière le FUSD V2, mais c'est possible que ce soit lié aux fantômes qui sont stackés pour sécuriser le réseau. Je pense qu'on aura bientôt plus d'informations sur ce sujet-là et je pense que pour le moment, c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler en détail. Alors je suis conscient que j'ai pas fait la liste de tous les projets qui ont des stablecoins dits décentralisés, et pour tous je suis pas forcément allé dans les gros détails. Par exemple pour DAI, je suis pas allé dans le fait que le DAI il est backé en partie et surtout majoritairement par de l'USDC, qui fait qu'il est pas si décentralisé que ça. Pareil pour le Frax qui est également backé par de l'USDC en partie. C'est un sujet complexe et si t'as envie d'aller plus loin, eh bien je t'invite à faire tes recherches sur les cryptos et surtout les stablecoins qui t'intéressent. Si tu cherches d'autres plays pour les cryptos, je peux t'inviter à regarder cette vidéo qui comprend les plays de ce mois. En règle générale, je sors environ une vidéo par mois qui découpe ce qui sort et ce qui est intéressant à suivre, et voilà celle du mois de février. Si t'as pas envie de les louper, tu sais ce qu'il faut faire.
faire, il suffit de t'abonner. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Yo!